On a assisté à beaucoup de données économiques cette semaine et la semaine précédente. Puis je pense que c'est important de faire une pause puis regarder un peu c'est quoi la température de l'économie parce que beaucoup de gens, des intervenants, disent que les hausses de taux d'intérêt fulgurantes de la Réserve fédérale va avoir un impact sur l'économie. Puis c'est quoi l'image actuelle? La semaine dernière, peut-être vous en rappelez, ça a fait les manchettes. C'était au Canada, mais aussi aux États-Unis. Les chiffres de l'emploi étaient beaucoup plus élevés qu'anticipés. Puis cette semaine, les marchés ont encore été volatiles. Puis principalement, à mon avis, c'est à cause de ces fameuses données économiques-là qu'on a observées au courant de la semaine. Donc, si on regarde en premier lieu, pourquoi je dis ça, c'est que quand on regarde l'impact des données qu'on va décrire un peu plus tard, ça a eu un impact sur le marché, entre autres obligataire, qui essaye de mesurer justement l'état de la situation. Et là, qu'est-ce qu'on peut observer? C'est vraiment que les taux d'intérêt 2 ans ont encore progressé parce qu'on voit qu'il y a quand même une certaine vigueur économique. Puis c'est la même chose pour les taux 10 ans. Puis ici, on n'a pas une image, là, mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, les taux 30 ans ont légèrement dépassé le taux 2 ans, ce qui fait que la courbe est légèrement, très légèrement ascendante, mais ce qu'elle n'est pas, c'est pas inversé qui préconise une récession. Est-ce qu'on est sorti de l'auberge? Je ne suis pas nécessairement en train de dire ça, loin de là. Par contre, c'est que ça démontre à quel point que les données qu'on va parler ils ont un impact. Puis un impact significatif parce que lorsqu'on regarde la variation de taux d'intérêt en une seule semaine, sur surtout les taux 5 ans et à plus long terme, c'est vraiment significatif. Première donnée que je vais attirer votre attention, c'est les mises en chantier aux États-Unis. Donc, les mises en chantier, vous pouvez l'observer, ont été nettement supérieures aux attentes de construction de maisons unifamiliales. Puis c'est vraiment particulier parce que quand on y pense, en ce moment, une hypothèque aux États-Unis avec un taux fixe 30 ans, parce qu'ils ont ces outils-là, c'est 8 ça fait des années que ça n'a pas été vu. Malgré ça, on voit des mises en chantier. Et on voit que ces mises en chantier sont supérieures aux années de 2016 jusqu'à 2019. Qu'est-ce qui explique ça? Ce virement-là, parce que ça prenait quelques temps, il n'y a pas longtemps, on voyait que les hausses de taux d'intérêt, on supposait que ça allait ralentir les mises en chantier. Et puis en théorie économique classique, on se dit quand le taux directeur monte, bien les gens vont moins emprunter puis vont moins investir dans l'immobilier. Mais là, on voit, comme vous voyez, la tendance vraiment s'inverser très rapidement. Mais il faut nuancer parce qu'il y a l'exception américaine. Premièrement, ce qui se passe, c'est que depuis la crise financière de 2008 aux États-Unis, il y a vraiment moins de mise en chantier. Donc, il manque d'inventaire de maisons. Et aux États-Unis, si on possède une maison, probablement, si on a une hypothèque, on a pris une option d'un taux d'intérêt fixe 30 ans. Donc, mettez-vous à la place d'un consommateur qui a réussi à se négocier un taux de 3,5 pendant 30 ans. Les taux augmentent. Est-ce que vous auriez envie de vendre votre maison pour vous refinancer à 18 Non. Fait qu'on reste assis sur notre bien. Ce qui fait que si on veut, c'est des transactions de se faire en immobilier, ça va être avec la construction de maisons neuves. Au Canada, l'immigration peut avoir un impact, mais cet enjeu-là structurel nous démontre, entre autres, puis je vais revenir un peu plus tard, que malgré la hausse de taux d'intérêt de la Réserve fédérale aux États-Unis, le contrôle sur le secteur de la construction est limité par des facteurs qui sont externes, qui sont peut-être encore plus puissants que la hausse qu'on a observée jusqu'à présent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau du consommateur? Un des indices, évidemment, cette semaine, on n'a pas eu toutes les données, mais on a eu des données clés pour toucher quelques secteurs. Puis on s'attendait à une croissance au niveau des ventes au détail de 0,3 pour le mois de septembre. Si on analyse ça, c'est environ 3,6 Mais finalement, le résultat a été de 0,7 nettement supérieur. Si j'annualise ce taux-là de croissance mensuelle, c'est au-dessus de 8 comme croissance au niveau des ventes au détail. Et là, ce qu'on observe, en fait, c'est que depuis 6 mois, la croissance des ventes aux États-Unis dans le secteur du détail va relativement bien pour un consommateur qui subit une hausse de taux d'intérêt. Même chose quand on commence à ventiler les secteurs qui ont contribué à ces ventes au détail-là. Des fois, on peut se dire, c'est peut-être un secteur. Exemple, je me rappelle, durant la période du COVID, les véhicules usagés, les prix avaient progressé d'environ 40 Mais c'est sûr, ça biaise les résultats quand tu as un secteur qui tire à la hausse certaines données. Mais là, ce qu'on ventile, regardez depuis le dernier trimestre, en fait, c'est la majorité des secteurs d'activité qui constituent le secteur de la vente au détail qui ont affiché une certaine croissance. Donc, ça veut dire que c'est pas mal réparti dans tous les secteurs qu'on peut voir le consommateur consommer davantage. Aux États-Unis encore,
qu'est-ce qui se passe du côté des entreprises? Bien, on voit que la production encore industrielle a surpris le marché cette semaine. On s'attendait à aucune croissance pour les données du mois de septembre. Finalement, ça a été de 0,3 %. Ça reste des données mensuelles, il ne faut pas trop lire là-dessus, mais ça a surpris quand même plusieurs investisseurs. Et c'est la même chose de l'industriel. On passe au manufacturier. Encore une croissance de 0,4 quand on s'entendait à pas de croissance. Et ça l'a encore surpris le marché. Pourquoi ça surprend le marché? Si je reviens à ma thèse de base, c'est qu'en économie, on dit s'il y a une hausse du taux d'intérêt, ça va ralentir l'économie. J'ai parlé tout à l'heure dans le secteur immobilier résidentiel, pourquoi que le pouvoir qu'on peut attribuer à la Réserve fédérale est peut-être moins aussi forte qu'on peut l'imaginer. C'est la même chose dans le secteur manufacturier industriel. Pourquoi? Puis en ce moment, aux États-Unis, la Maison-Blanche, en perte de croissance économique, elle a d'énormes déficits budgétaires parce qu'il y a eu des enveloppes totalisant 400 milliards de dollars qui ont été autorisées pour ramener quoi? De la fabrication aux États-Unis. On veut décarboner, donc il y a de l'investissement massif. Donc, ce n'est pas surprenant qu'il y a de l'emploi dans ces secteurs-là, il y a du dynamisme, puis il y a la croissance. Et lorsqu'on sonde les entreprises, les communautés, on veut avoir un peu le pouls de l'économie. Ce qu'on peut observer jusqu'à présent, c'est que malgré la hausse de taux d'intérêt, on n'est pas non plus dans une croissance phénoménale. Le sentiment n'est pas optimiste, donc on n'est pas en une croissance très élevée de l'économie, mais on n'est pas non plus en récession. On est dans une économie qui est relativement sobre, mais quand même en croissance. Et de quoi on parle au niveau quand on sonde dans le livre beige de la Réserve fédérale, qui est un sondage qualitatif? Qu'est-ce qui inquiète les différents acteurs qui sont sondés? Bien, moins en moins, on parle d'inflation. Mais ce qui reste, puis c'est ça qui va être à surveiller dans les prochaines années, c'est les taux d'intérêt. Pourquoi je parle de ça? C'est que le taux directeur a augmenté, mais là, qu'est-ce qu'on voit? C'est les taux 5 ans, les taux 10 ans augmentent. Donc là, on va avoir un cycle où les entreprises vont devoir se refinancer, puis ils vont faire face à des taux de financement vraiment plus élevés. Donc, c'est pour ça que la prudence demeure, même si on voit une certaine croissance jusqu'à présent, il va y avoir des enjeux au niveau, pour certaines entreprises, de payer leurs dettes, littéralement, quand ils devront se refinancer avec des taux beaucoup plus élevés qu'ils avaient probablement modélisés. Mais le pouls actuel, la température, c'est qu'encore une fois, si on regarde, là, on a trimestre après trimestre une croissance raisonnable, ce qui fait que certaines personnes maintiennent la théorie de l'atterrissage en douceur, qui peut être possible du fait que tranquillement l'économie se refroidit puis la médecine des banques centrales fonctionne. Cependant, moi, mon intention derrière ce commentaire-là, c'est vraiment de dire bien, qu'est-ce qu'on peut observer en temps réel. Moi, je pense que la principale, en tout cas, du moins personnellement, là, la conclusion que j'en tire, c'est que on voit que l'arsenal des banques centrales, puis ici on parlait de la Réserve fédérale, elle est plutôt limitée. Parce que tu peux hausser ton taux d'intérêt de ton taux directeur ou le baisser. Il y a des facteurs qui sont hors de ton contrôle pour une Réserve fédérale en ce moment. Fait que je vais te donner un exemple, l'inflation alimentaire. Que tu augmentes ton taux d'intérêt s'il y a une guerre en Ukraine qui impacte l'alimentation, s'il y a une grande variabilité de la température dans des régions où il pleut trop rapidement, puis dans d'autres endroits, il y a des périodes de sécheresse, ton inflation alimentaire va être là. Si on a des intentions de décarboner, puis on cesse la production, puis on a une politique qui réduit l'inventaire de pétrole disponible. Le temps de faire cette transition-là, le prix du pétrole, ce ne serait pas surprenant de l'avoir progressé. Puis ça a des impacts, exemple, sur le prix de l'essence, sur le transport. Donc, ça a des ramifications dans plusieurs secteurs d'activité. S'il manque de logement, même si tu montes les taux d'intérêt, peut-être il va s'en bâtir plus que ton modèle économique l'avait prédit avec les hausses de taux directeurs. Donc, pour le moment, ce qu'on peut voir, c'est que la situation est moins grave qu'anticipée parce que plusieurs prévisionnistes, je pense, se rabattaient sur des modèles classiques en se disant que cette hausse-là va avoir des facteurs qui devraient être prévisibles, mais il y a des facteurs hors du contrôle des banques centrales qu'on n'avait pas dans des modèles avec des intentions gouvernementales de ramener du manufacturier, de décarboner. Il y a des risques géopolitiques qui ont des conséquences différentes. On a des enjeux démographiques. On a un taux de chômage qui semble vouloir rester bas et il y a une croissance des salaires qui sont plus élevés qu'on a anticipé, ce qui fait que l'économie est plus difficile à ralentir comme les banques centrales voudraient le faire. Ça ne veut pas dire nécessairement aussi qu'on va arriver à un atterrissage en douceur parce que, comme je dis, on peut avoir des surprises, surtout au niveau du secteur, au niveau des prêts qui vont se renouveler dans les prochains temps. Donc,
la situation est beaucoup plus grise, moins facile à prédire qu'auparavant. Mais ce que les données disent, c'est qu'en tout cas, jusqu'à maintenant, il y a des facteurs très forts qui supportent l'économie. Je vous remercie.